10 avril 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. Le Haut Conseil des rois du Bénin appelle le peuple béninois à adopter des comportements de paix. Le message a été rendu public au cours d'une conférence de presse. Occasion pour la Fertière des rois du Bénin de déplorer les actes d'incivisme enregistrés dans certaines communes du pays. Rencontre d'échange entre différentes institutions africaines de régulation des médias et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin. Objectif, partager les expériences et s'informer sur les dispositions prises par la RAC béninoise pour la gestion médiatique de l'élection présidentielle. En page magazine de ce journal, notre rédaction s'intéresse à la problématique de la vaccination à Natitengu, comment se gèrent les opérations de vaccination dans la commune et quelles sont les difficultés rencontrées par les femmes pour réussir à faire vacciner leurs enfants. Éléments de réponse dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Le Haut Conseil des rois du Bénin appelle le peuple à adopter des comportements de paix. Le message a été rendu public au cours d'une conférence de presse, occasion pour le Haut Conseil des rois du Bénin de déplorer les actes d'incivisme enregistrés dans le pays. Le message porte ici la voix du secrétaire général du Haut Conseil. Suivez, ils sont au micro de Teddy Goudalo et Henri Ganti. En tant que garant de la tradition, nous sommes peinés de voir nos enfants détruire un peu partout les infrastructures construites à grand prix. Et déjà, nous citons un exemple, la destruction du péage, pont péage de Diro à Savet, la destruction de certaines maisons à Parakou, beaucoup d'autres. Chers Béninois, notre souveraineté n'a pas sa grandeur dans les violences. Béninois et Béninoises, les revendications pacifiques sont constitutionnelles et légales, mais sans violence. Chers Béninois, et surtout les régions les plus touchées par ces violences, nous invitions à la retenue, car la destruction de toute conquête ancestrale a toujours ses conséquences graves. Dans toutes les concessions, dans les familles et dans le cœur de chaque Béninois et de chaque étranger sous notre protection, que les rois, reines et chefs traditionnels mobilisés au sein du Haut Conseil des rois du Bénin vous exhortent à la paix. La conscience de notre statut reconnu de gardien de la tradition nous interpelle et le devoir nous appelle à inviter les rois, les chefs traditionnels, les institutions des religions de la Sainte Bible, du Saint-Coran, des organisations de religions et pratiques cultuelles endogènes afin d'évaluer la situation nationale et d'examiner ensemble les voies et moyens par lesquels nous pourrions contribuer à la préservation de la paix, de la fraternité, de la concorde entre tous les enfants de notre pays commun, le Bénin. Devant les signes visibles d'escalade et les menaces diverses, les rois et reines mobilisés au sein de leur organisation fêtière, le Haut Conseil des rois du Bénin lance un appel solennel aux dirigeants politiques pour le développement de leur sens de responsabilité afin d'éduquer les populations dans le sens de l'union et la concorde pour les élections pacifiques.
Et toujours dans le cadre de l'élection présidentielle de demain dimanche, la représentation de la communauté économique des États de l'Afrique est au Bénin dans le cadre de ces élections et était dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome. Les membres de cette représentation ont été reçus par le président de la Sénat, Emmanuel Tiando. La mission est d'aller donc constater de visu les préparatifs du scrutin présidentiel de demain dimanche. Je vous invite à suivre Enes Koroma, qui est le chef de cette délégation. Nous avons rencontré la Sénat et nous avons discuté de l'état de préparation des élections présidentielles du dimanche. Ce que nous avons noté, c'est la bonne préparation de la Sénat. Malgré les quelques difficultés auxquelles elle est confrontée, la Sénat a pu apporter des solutions idoines à ces difficultés. Et nous pouvons dire que la Sénat est fin prête et a pris toutes les dispositions selon bien évidemment le cadre légal en vigueur pour que les élections de dimanche soient une réussite. Monitoring political parties, providing support to the political parties to enhance their campaigns. Mon message pour les Béninois, c'est que cette élection est organisée pour les Béninois, pour le peuple béninois, et nous espérons que tous les Béninois pourront participer à cette élection et qu'à la fin du processus, nous pourrons avoir des élections acceptées de tous, ce qui pourra renforcer le crédit démocratique que nous accordons au Bénin. Merci. Them to function as an electoral commission. Et toujours dans le même registre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, a reçu dans la matinée d'hier une délégation des observateurs de la CEDEAO, de l'OIF et du Conseil de l'Entente. Les échanges ont tourné autour du processus électoral en cours au Bénin. Reportage. À quelques heures du scrutin du 11 avril prochain, des observateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Organisation internationale de la francophonie et du Conseil de l'Entente sont allés échanger avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi. Ces membres d'institutions de la sous-région sont allés s'enquérir des préparatifs de la présidentielle. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des discussions que nous avons avec les différentes parties prenantes dans le cadre de ces élections. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ce que nous avons noté avec satisfaction, c'est les discussions qui sont en cours et nous avons encouragé Monsieur le ministre à continuer ces discussions. Nous souhaitons que le dialogue avec toutes les parties prenantes puisse continuer et nous avons noté la bonne préparation pour cette élection. Ce que nous souhaitons, c'est une élection apaisée pour dimanche prochain. Au cours des échanges, le ministre Aurélien Agbenossi a retracé l'expérience du Bénin en matière de la politique, partant de la conférence des forces vives de la nation en passant par les différentes réformes, ayant abouti au système partisan et à la question du parrainage. Il s'est également prononcé sur les derniers événements qui ont marqué le processus électoral, tout en rassurant les observateurs de son bon déroulement. Mais lorsque nous sommes venus avec le président Patrice Talon, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait qu'on se dise la vérité. Ce qu'on a trouvé, c'est un système qui a dévoyé totalement le mécanisme qui était prévu. C'est un système où la corruption a pris le dessus des choses. C'est un système où le vote était devenu littéralement censitaire. Il fallait avoir de l'argent. Et je vais vous surprendre. Le président Talon lui-même a dit, le jour de son investiture, cette élection a coûté tellement d'argent que ma mission première serait de faire en sorte que l'argent n'ait plus droit de citer dans les élections. Pour rappel, cette séance d'échange fait suite à celle qu'ont eue ces missions d'observation avec la Commission électorale nationale autonome, la Cour constitutionnelle et les candidats en lice. À l'issue des discussions avec l'autorité ministérielle, la délégation a pris la direction de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour le même exercice.
L'exercice est donc poursuivi avec une rencontre d'échange entre les différentes institutions africaines de régulation des médias et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin. Objectif de cette rencontre, partager les expériences et surtout s'informer sur les dispositions prises par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour la gestion médiatique de l'élection présidentielle. Les conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ont reçu 2 délégations africaines, la CENSAD et la mission d'observation électorale de la CEDEAO. 2 délégations qui sont allées s'informer des dispositions prises par l'institution béninoise dans le cadre de la couverture médiatique de la campagne électorale. Au terme des audiences, seule la délégation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, conduite par l'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma, a exprimé ses sentiments. We have decided to visit HAC. Notre visite s'inscrit dans le cadre des discussions que nous avons avec toutes les parties prenantes. Nous sommes la mission d'observation électorale de la CEDEAO et il est important pour nous de venir ici dans cette institution, au sein de cette institution qu'est la Sénat. Et je peux vous dire que nous avons noté la bonne préparation de la Sénat, de la HAC, et toutes les mesures qu'il faut ont été prises. Des mesures ont été prises avant le déroulement du scrutin et pendant le scrutin et après le scrutin. Il faut dire que nous avons rencontré les autorités de la Sénat, de la Cour constitutionnelle, de la police républicaine et nous avons noté à tous ces niveaux une très bonne préparation pour un scrutin apaisé le dimanche. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication chargée de la régulation des médias a pris des mesures pour l'accès équitable des partis en lice pour le scrutin de ce dimanche. Ce qui intéresse les institutions africaines et de la sous-région qui cherchent à comprendre le mécanisme mis en place par la HAC à ce sujet. La HAC a également reçu des délégations des institutions africaines et les installations de régulation des médias qui étaient donc au siège de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin. Elles sont au Bénin dans le cadre de l'organisation de ces élections. Elles sont venues donc s'échanger sur le processus. Rencontre entre conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et les présidents des instances de régulation des pays voisins. Une séance tenue au siège de l'institution béninoise le jeudi 8 avril pour partager avec les hôtes la façon dont la HAC organise la campagne médiatique pour le compte de la présidentielle de 2021. Une occasion de partage d'expériences en matière de régulation des médias en période électorale. Le président Moretti vous a convié à Cotonou pour qu'ensemble, nous essayons de partager nos expériences. Parce que pour aller de l'avant, il faut croiser les compétences, il faut croiser vraiment les informations. Les instances s'associent à celles qui organisent la campagne médiatique dans son pays pour pouvoir échanger sur les conditions dans lesquelles la campagne médiatique s'organise. Donc c'est cette tradition-là qui se renouvelle une fois encore au Bénin chez nous. Il a été question de la décision de pré-campagne, de comment les organes sont sélectionnés. La façon dont la HAC donne équitablement la parole aux duos en compétition, aux partis en course, aux organisations de la société civile a été également présentée. Au sortir de la séance, les institutions sœurs font part de leurs impressions. On est là pour accompagner le processus, pour observer, pour voir, pour échanger avec nos collègues. Il y a pas mal de présidents ici d'instances africaines. Donc c'est une occasion aussi pour améliorer éventuellement notre travail, faire face aux défis qui peuvent se poser pendant ces périodes. Les délégations vont se rendre dans les institutions impliquées dans l'organisation de la présidentielle, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome. Elles vont visiter les organes de presse établis à Cotonou.
Tout autre chose maintenant, mais toujours dans l'actualité nationale, on s'intéresse maintenant à cette séance de reddition de comptes à la douane béninoise. Les autorités à divers niveaux se sont retrouvées pour faire le point des activités menées et des performances réalisées au titre du premier trimestre de l'année en cours. Le reportage est signé Tanguy Agoy. La douane se retrouve pour faire le point de ses activités et de la mise en œuvre des différentes réformes engagées au titre des 3 premiers mois de cette année 2021. Et le premier élément qui frappe dans les différents comptes rendus, ce sont surtout les performances statistiques au profit des caisses de l'État. Le cumul des recettes budgétaires à fin mars 2021 s'élève à 97,669 milliards de francs CFA pour une prévision cumulée de 98 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 99,25%. Comparativement à l'année passée et pour la même période, la douane fait un bond de plus de 17 milliards de francs CFA et s'en félicite. Et du côté de la mise en œuvre des réformes pour une administration douanière adaptée aux besoins nouveaux des partenaires, les changements sont progressifs et continuels. 58% des dossiers sont traités conjointement par la douane et Bénin Contrôle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un navire de vrac arrive, jusqu'alors, Bénin Contrôle effectuait les opérations de draft survey, donc les mesures statiques du navire, et renvoyait les données à l'usager et à la douane. Aujourd'hui, la douane est avec nous. Le Bénin, par le GUS, envisage construire une économie forte sur une culture douanière efficace et innovante. La douane a remercié le gouvernement pour son accompagnement dans le cadre des nombreux changements et coups de main apportés à l'administration pour ses performances dont il s'enorgueillit. Et le cap est désormais mis sur les 3 prochains mois pour des résultats plus intéressants. En page magazine maintenant de ce journal, nous nous intéressons aux chauffeurs de taxi Interville. Nous leur faisons recours quand nous voulons voyager. Ceux-ci se cachent bien plusieurs fois derrière leur véhicule avec comme collaborateurs premiers des racoleurs et différents responsables de syndicats. Ils animent donc ensemble la chaîne des parcs auto. Nous sommes allés voir de plus près. C'est un reportage signé Ulrich Gaba. C'est une journée ordinaire sur le parc automobile de Godomé qui jouxte le collège d'enseignement général de la localité. Au bord de la voie, les racoleurs font la course aux passagers. L'objectif est de vite charger les véhicules. Dès que nous garons la voiture sur le parc, ce sont les racoleurs qui s'activent pour nous trouver des clients. Nous allons à la rencontre des passagers et nous demandons leur destination. S'ils ont des bagages, nous les aidons à les porter jusqu'au véhicule approprié et nous leur donnons le tarif du trajet. Ce qui est impressionnant dans le processus de chargement des véhicules est l'ordre établi par les responsables syndicaux. Les véhicules sont chargés en fonction de leur ordre d'arrivée et les responsables veillent scrupuleusement à l'ordre du tableau. Les véhicules sont enregistrés sur le tableau en fonction de leur ordre d'arrivée. Les premiers venus sont les premiers à être chargés et tout le monde est tenu de respecter l'ordre établi. Chaque chauffeur connaît son tour de chargement. Nous, les racoleurs, on se mobilise autour du véhicule qui est de tour et nous l'aidons à vite partir. Le chauffeur, quant à lui, reçoit les passagers qui lui sont amenés par les racoleurs. Le préalable est fait, il se contente de payer une commission à partager entre le syndicat et les racoleurs. Les racoleurs sont nos collègues chauffeurs sans véhicule. Donc, on leur trouve une petite commission en signe de gratitude. Mais entre nous, on se fait de petits gestes et tout le monde gagne un peu. Quand je travaille avec les chauffeurs, je gagne de petits sous. Et quand les clients sont aussi contents de ma prestation, ils me font de petits gestes. En cette période de Covid-19, les mesures barrières imposées par les autorités sont strictement respectées sur les parcs automobiles.
Nous respectons ici les gestes barrières. Nous avons un kit de lavage des mains. Les chauffeurs ont aussi des gels hydroalcooliques qu'ils passent avant de monter au volant. On prenait 6 passagers, mais aujourd'hui, nous sommes limités à 3 passagers. Malgré cette synergie d'action, quelques problèmes continuent de miner la vie des transporteurs. Il s'agit du tarif non imposé par le gouvernement après la révision à la baisse du nombre de passagers pour faire face à la pandémie du Covid-19. Il y a quelque temps, on chargeait au moins une dizaine de véhicules par jour. Aujourd'hui, c'est à peine qu'on charge 5 par jour. Et les clients peinent à payer les prix du voyage. Ils négocient tout le temps des réductions. Le carburant est cher et les frais des postes de péage ont été revus à la hausse. Nous demandons aux autorités de nous aider à fixer les tarifs des transports pour que la réduction de passagers cesse de peser sur nos bourses. Au-delà de ces préoccupations, la vie sur les parcs automobiles reste un jeu de rôle entre chauffeurs, syndicats et racoleurs. Les passagers ne sont ici que des marchandises chouchoutées par les 3 parties. Une seule préoccupation, faire en sorte que le passager soit satisfait de la prestation. Direction Parakou maintenant, où notre rédaction vous invite à découvrir un spécialiste de traitement traditionnel des fractures, déboîtement et entorses. Une pratique de la médecine traditionnelle qui fait toujours ses preuves et qui contribue à soulager la douleur de bon nombre de personnes qui sont dans le besoin. C'est un savoir-faire endogène vieux de plusieurs siècles. Il a été transmis de génération en génération et se perpétue encore aujourd'hui. Ces connaissances et pratiques de la tradition réussissent parfois là où même celles modernes et scientifiques manquent de résultats probants. Dans le village de Tenji à Zakota, des patients souffrant d'entorses, de déboîtement et de fractures à l'épaule, la jambe, le bras, la cuisse ou toute autre partie du corps se font soigner et obtiennent satisfaction grâce à des traitements traditionnels. J'ai eu un choc et malheureusement j'ai cassé une cuisse. C'est ma raison d'être ici. Sinon j'étais même à l'hôpital. J'ai fait quelques 3 jours là-bas. Mais j'aurais appris que ici c'est plus rapide que là-bas. C'est ce qui m'a amené ici. On place dans boy ça va pour piler à sommer ça un toto le coton il dormi quand à ça quand j'ai enté doit ça refil donc quand deux gamins il y a mon 120 000 vite là quand t'as sous le confie il a vite sous le fiboton fibo la dormi donc les watio et na ya nuit on bon ka fait nous blo son dopo. Parfois, le traitement à l'hôpital ne réussit pas et on est obligé de venir ici. Donc, il vaut mieux directement se faire traiter ici. La guérison pour ces patients est assurée par des hommes et femmes d'une même famille. La quasi-totalité de la descendance à l'inclénon possède ce don pour peu qu'ils respectent certaines règles et se rendent disponibles à apprendre auprès des géniteurs et anciens. Le début, ils ont touché avec de l'eau, avec des tisanes préparées. L'eau est chaude et ils touchent avec ça, ils touchent avec des pailles coupées, ils touchent avec ça, tout touche. Et il y a quelque chose comme, comment dirais-je, et beurre de karité. Et il passe beurre de karité là. Et il prend le paille coupé là pour emballer jusqu'à un niveau donné. Et ils vont attacher ça. Après avoir attaché, et ils vont faire chose là, bander avec le bande. Avec bande blanc là, ils attachent ça. Quand on exerce ce savoir-faire, on ne mange pas salé le matin avant de démarrer. Très tôt, il faut chauffer les tisanes.
Le traitement se fait selon le type et la forme de la fracture. Nous avons nos méthodes et nos instruments. Certains restent chez eux et nous allons leur administrer les soins. Quelle que soit la fracture, nous traitons tant que c'est encore possible. Nous avons eu à traiter des cas graves. À l'arrivée d'un parmi eux, il n'y avait plus d'espoir, mais nous avons réussi. Le traitement peut être administré à toute personne, quelle que soit son appartenance religieuse. Il est en effet fait à base de décoction, de tisanes et pommades de fabrication traditionnelle. La force spirituelle de la guérison est octroyée par l'ancêtre totémique Torio de la famille. L'histoire raconte qu'ils ont hérité du savoir-faire de leurs aïeux. Ces derniers auraient été emmenés pour servir le roi. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas de gris-gris. C'est un héritage que nous perpétuons. Seuls les descendants de la famille Al-Nikhleno pratiquent ce savoir. Nos filles mariées peuvent le faire, mais leurs enfants non. Les tisanes sont faites à base d'ingrédients divers. Immobilisés pendant 3, 4 ou 6 mois selon la gravité du mal, les patients sont hébergés par leurs soignants. Ils sont parfois plusieurs dans une même case. Ces conditions d'hébergement posent un problème d'hygiène. À ceci s'ajoutent les difficultés financières soulevées par la majorité des patients. Parfois, l'immobilisation est nécessaire pour accélérer la guérison. Comme c'est un don, nous ne taxons pas les patients. Nous avons besoin non seulement de salles, mais aussi de cannes et de ceintures diverses. Le traitement des diverses fractures réussi à Tenji vient une fois encore mettre l'accent sur la disponibilité de solutions traditionnelles efficaces à des problèmes sérieux. Face aux difficultés qui entravent la valorisation de ce savoir-faire endogène, les praticiens en appellent à l'accompagnement de personnes de bonne volonté ou des organisations non gouvernementales. Dans le cas présent, ces guérisseurs souhaitent la construction de salles d'hospitalisation dont la gestion et l'entretien seraient définis et confiés à un comité composé des membres issus de chacune des parties. Parlons maintenant de vaccination pour finir. Comme annoncé au début de ce journal, eh bien, la vaccination est une opération préventive contre certaines maladies. Elle constitue pour les populations un moyen pour mettre les enfants à l'abri de plusieurs maux. À Nati Tengu, par exemple, les femmes ne se font pas prier pour se rendre au centre de santé communal pour faire vacciner leurs enfants. Mais malgré la volonté du personnel très réduit à leur service, ces mères d'enfants souffrent le calvaire chaque jour de vaccination. Suivez. Elles sont attendues ici tous les jours ouvrables de la semaine, chacune selon son rendez-vous, et ceci relatif à l'âge de son enfant et surtout à l'antigène à appliquer à ce dernier. Ces femmes qui ont pris d'assaut ce centre de santé communal reconnu à cet effet à Nati Tengu sont donc en ces lieux pour la vaccination de leur bout de chou. La vaccination,
une intervention ancienne, une intervention efficace, une intervention universelle qui a eu également d'impact sur le plan de la vie de l'homme. C'est pour dire aujourd'hui que la vaccination est une des grosses interventions qui nous permet vraiment de prévenir et d'améliorer l'état de santé des populations. Selon leurs âges, en effet, les enfants reçoivent différentes sortes de vaccins. À la naissance, pendant les 24 heures qui suivent l'accouchement, l'enfant doit recevoir la dose de naissance contre l'hépatite. Maintenant, il doit recevoir sa dose de BCG et polio 0. D'accord? Maintenant, à 6 semaines, l'enfant doit recevoir encore un autre vaccin contre qu'on appelle Penta. Le Penta 1, le Rota 1, et puis poliomyélite 1, et puis on a le Penta 1. Donc tout ça, l'enfant va recevoir à 6 semaines, à 10 semaines et à 14 semaines. Ça fait les 3 doses que l'enfant va recevoir en dehors de ce qu'il avait déjà reçu à la naissance. À 6 mois, il y a la vitamine A qu'on donne à l'enfant pour lutter contre la cécité, ce que tout le monde connaît. Et c'est à 9 mois maintenant qu'on lui fait la vaccination contre la rougeole. Des étapes très importantes auxquelles le ministère de la Santé reste collé en dotant par trimestre le département de l'Atakora des différents vaccins. C'est tous les 3 mois que le ministère nous ravitaille. Ils viennent avec un lot de vaccins que nous gardons. Nous avions à cet effet 2 chambres froides dans la gestion globale des vaccins. Lorsque le ministère nous ravitaille, les communes, tous les mois, entre le 1er et le 5, ils viennent chercher donc les vaccins ici pour à leur tour ravitailler les aires sanitaires qui à leur tour vont réaliser les stratégies avancées ou les stratégies fixes, c'est-à-dire vacciner nos enfants avec. Sur les lieux, le processus pour vacciner un enfant n'est pas facile. Les agents devront traiter chaque dossier, peser chaque enfant après appel par ordre d'arrivée. Et ensuite vient la vaccination proprement dite. Une tâche assez pénible, vu ce personnel du centre de santé communal réduit à seulement 3 agents pour au moins 200 à 300 enfants par jour et surtout en ces temps de Covid-19. Bon, vous voyez, les difficultés, il y en a, surtout en période Covid maintenant où il ne faut pas prendre le grand nombre. Vous avez vu ce grand nombre-là, ça c'est le petit nombre encore. Aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux aujourd'hui. Sinon, il y a des jours où vraiment c'est le comble. Mais on fait de notre mieux pour pouvoir satisfaire les femmes, malgré le nombre restreint du personnel que nous avons. En fait, vous allez voir, le personnel, on est réduit seulement à 3. Donc, vous voyez, comme tous ceux-là, c'est un peu difficile pour nous. Difficulté également pour les femmes qui devront quitter très tôt leur domicile pour y retourner très tard. Moi maintenant, c'est depuis hier, j'ai commencé par me préparer. J'ai gardé ma nourriture, tout ça là. C'est depuis hier, je me suis préparée, sachant bien que ce matin, j'ai un gros calvaire qui m'attend, quoi. Pourquoi vous parlez de calvaire? Ah, quand on vient comme ça, par exemple de 7h, c'est parti pour 18h parfois. On ne trouve pas vite la vaccination. Les raisons qu'ils nous donnent là-bas, c'est qu'il y a manque de personnel. Donc on est obligé de faire avec. Parfois même, nous, un peu qui savons écrire, on les aide. On veut que l'État nous aide, que les gens soient beaucoup, pour que nous-mêmes on quitte vite et aller à la maison. Parce qu'à l'heure qu'on quitte là, c'est pas bon. Une situation que reconnaît le directeur départemental de la santé à Takora, qui dit être à pied d'œuvre pour y remédier. Effectivement, l'effectif a été dégraissé pour servir l'hôpital de la mère et de l'enfant qui est à côté. Donc c'est vrai qu'en plus de cet effectif que vous avez constaté qui est dû au manque de personnel, il y a également une insuffisance d'informations qui fait que la population continue d'affluer au même poste. C'est vrai, nous recherchons les solutions et ce n'est qu'à chaque mutation que nous arrivons à voir le personnel libre pour pouvoir le référer là-bas. Donc dans mon agenda, c'est clair, c'est marqué, il nous faut encore 2 à 3 agents au niveau de Sovo pour pouvoir couvrir tous les enfants qui viennent, pour que nos mamans souffrent moins, pour avoir les soins préventifs. Déjà que l'État a rendu totalement gratuite cette opération et que les populations sensibilisées en connaissent l'importance,
Il est alors nécessaire de maintenir le cap en mettant à la disposition de ce centre de santé communal de Natitengou du personnel qu'il faut pour le travail afin que le calvaire de ces femmes diminue. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.